Premièrement, donc on a disposé chaque point correspond à une analyse de fourrage. Les points verts correspondent au foin, les points bleus correspondent à l'ensilage d'herbe et le préfané. Les points jaunes correspondent à l'ensilage de maïs et en rouge, on a les métailles. Donc ils sont disposés en fonction de leur teneur en VEM et en DVE, qui est donc les protéines digestibles dans l'intestin. On remarque qu'il y a une variabilité très importante au sein du réseau, mais ça correspond aussi à la variabilité qui existe à l'échelle de la région. On voit que pour les VEM, on passe on a une différence de près de 40% pour les moins bons par rapport aux meilleurs. Et pour les DVE, on a une différence de 200%, enfin quasi 200%. Pour le foin, 180%, l'ensilage d'herbe, 100%. Donc on constate qu'il y a une énorme variabilité et donc des marges de progrès chez à peu près tout le monde. Alors, on constate aussi que la valeur VEM et DVE sont assez bien corrélées, donc ce qui est logique puisque, ces 2 valeurs sont impactées par la teneur en cellulose des fourrages. Donc plus on a un fourrage riche en cellulose, moins bonne sera la valeur VEM et DVE. Donc c'est logique que ces 2 valeurs soient, corrélées. Et alors ici en dessous, vous avez un tableau qui permet de classer, la qualité de vos fourrages en fonction de la teneur en DVE et en VEM. Donc je ne vais pas le passer en revue, mais de toute façon, on vous le fournira après pour que vous puissiez vous situer avec vos analyses. Alors ici, on a représenté la relation entre les VEM en ordonnée et la cellulose brute en abscisse. Vous avez 2 limites, donc 2 lignes verticales qui représentent à gauche la teneur minimale en cellulose brute d'une ration. Donc c'est vraiment la limite à ne pas franchir, donc on ne doit pas être à gauche pour une ration totale mélangée pour un ruminant. Donc on voit ici que tous les fourrages, sauf un, qui est un ensilage de maïs, tous les fourrages sont au-delà de cette limite. Donc au niveau de la fibrosité, tous ces fourrages répondent aux besoins d'un ruminant. On voit bien donc que plus la cellulose brute augmente, donc plus on est à droite dans le tableau, plus la digestibilité baisse et les VEM baissent également. Cette ligne en pointillé, ça correspond à 30% de cellulose brute. Donc une fois qu'on est à droite, on peut considérer ces fourrages-là comme étant en pleine épiaison ou même ce stade peut être dépassé. Donc on pourrait se poser la question, pour tous les points bleus qui sont ici à droite de cette ligne pointillée, est-ce que c'était pertinent d'en faire un ensilage ou un enrubanage, sachant qu'on a un stade qui permet de faire du foin? Alors l'avantage de faire du foin, c'est moins de plastique et aussi une meilleure conservation. Alors je parle d'une meilleure conservation surtout pour les ensilages d'herbe trop secs, sont difficiles à tasser, il y a de l'air qui reste emprisonné dedans, donc on a un risque de développement de moisissures, des mycotoxines, des échauffements lorsqu'on ouvre le silo. Donc c'est tout un ensemble de problèmes qu'on pourrait éviter en faisant du foin. Alors ici on a un graphique qui représente en abscisse les DVE et en ordonnée l'OEB. Quand on est au-dessus de la ligne, donc le trait noir au centre du graphique, on a un excès de protéines dégradables. Quand on est en dessous, on a un déficit de protéines dégradables. On peut observer globalement que les ensilages d'herbe et les préfanés ont un AOB positif. On peut observer aussi que les foins ont un AOB généralement négatif. L'ensilage de maïs a toujours un AOB négatif. D'ailleurs, l'ensilage de maïs a moins de variabilité en termes de valeur alimentaire que les autres fourrages. C'est quelque chose qui est plus stable. Les métailles, c'est assez variable parce que les métailles, les compositions changent beaucoup, les stades de récolte aussi, donc c'est difficile de tirer des conclusions. Alors l'objectif de la ration pour des vaches allaitantes, il est d'atteindre un OEB de 0 et pour les vaches laitières, on cherche à atteindre un OEB de 10 à 15 grammes par kilo de matière sèche.
on cherche ce léger excès de protéines dégradables pour des animaux à besoins élevés. Alors tout l'intérêt de faire des analyses de fourrage, bah, c'est justement de voir, est-ce que mon fourrage est équilibré et sinon, avec lequel est-ce que je peux l'associer pour gommer ses défauts, on va dire. Par exemple, un ensilage, qui serait à 60 grammes d'OEB, donc il y a trop de protéines dégradables, je vais pouvoir l'associer par exemple, bah, soit avec un ensilage de maïs qui est à -40 d'OEB ou un foin, hem, ou un autre ensilage d'herbe, ça pourrait arriver, qui a un OEB négatif. Alors, ici, on a représenté les besoins d'une vache allaitante, en gestation. Donc ce sont les lignes, situées au niveau de 744 VEM pour la ligne horizontale et la ligne verticale de 38 grammes de DVE. Quand on est au-dessus à droite de ces 2 lignes, les fourrages répondent aux besoins de l'animal. Donc on voit globalement, la majorité des fourrages permettent de répondre aux besoins d'une vache allaitante en gestation. On va passer ici à une vache laitière pour une production, quotidienne de 20 litres. Donc les besoins sont de 800 VEM et 60 grammes de DVE. On voit déjà que là, on a perdu une bonne partie des fourrages et que ce sont plutôt donc les fourrages de bonne qualité, voire très bonne qualité, qui vont permettre de répondre aux besoins. Alors ici, donc, ce sont les besoins pour des vaches de 25 litres. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de fourrages qui répondent, aux besoins et une fois qu'on est à 30 litres, bah, là, on a perdu tous les fourrages. Donc une complémentation avec des concentrés est indispensable, si on veut, produire 30 litres de lait avec une vache laitière et avec vos fourrages. Alors pour vous donner un ordre d'idée, le pâturage, donc l'herbe de pâture, elle va se situer quand même en haut à droite. Donc on va être pas loin de 1000 VEM et même au-delà de 90 grammes de DVE. Donc avec de l'herbe, de pâture, pâturée au bon stade, on peut sans problème faire 30 litres de lait, heu, par jour. Alors, conclusion sur vos fourrages, il y a une variabilité très importante, surtout pour les DVE. 83 des fourrages analysés répondent aux besoins d'une vache allaitante en gestation. On passe à 29 si on veut répondre aux besoins d'une vache à 20 litres de lait, seulement 8 si on veut produire 25 litres de lait et aucun des fourrages ne permet de produire 30 litres de lait. Alors il y avait pas mal de foins issus de fauches tardives parmi, les analyses et on voit que, ils répondent pour certains aux besoins des animaux à faible besoin comme des vaches taries par exemple ou des vaches allaitantes en gestation. Et ils permettent aussi, de sécuriser une ration pour vaches laitières. Par exemple, si on n'a pas assez de cellulose brute dans une ration, on est en dessous des 18 plutôt que de mettre de la paille, on peut sans problème mettre du foin issu de fauches tardives. C'est même, premièrement, un peu plus riche et on évite d'utiliser de la paille qui, en conventionnel, a parfois, des résidus de pesticides qui peuvent perturber le fonctionnement du rumen. Donc ça, c'est pas prouvé, mais on sait que le rumen est extrêmement, complexe, composé de champignons, de bactéries, de protozoaires. Donc s'il y a des résidus de fongicides, forcément ça va impacter le fonctionnement du rumen. Alors, je vais bientôt laisser la parole, aux agriculteurs, qui qui mettent en place des pratiques afin d'améliorer la qualité de leur fourrage. Mais avant ça, je voudrais juste, faire un petit exercice pour faire passer le message, d'un point de vue économique, de l'intérêt d'améliorer la qualité de son fourrage. Donc ici, je prends une hypothèse, on est en ration vache laitière. On ne veut pas changer son objectif de production, donc si la protéine n'est pas apportée par le fourrage, on l'apporte par un correcteur protéique. La semaine passée, le tourteau de soja est à 620 € la tonne en conventionnel et en bio 1 240 €. Donc ici, je parle du tourteau de soja parce que c'est une protéine de référence et que tous les autres tourteaux sont, calqués au niveau du prix sur base de ce tourteau de soja. Heu, mais ça pourrait être un tourteau de colza ou un autre correcteur. Et je considère que 50 de la ration, c'est votre fourrage. Alors, un point de matière azotée totale supplémentaire dans l'herbe permet d'économiser 18 centimes par vache et par jour.
Alors comme ça paraît pas grand-chose, mais si on fait l'exercice sur un mois, voici un petit tableau donc qui fait le calcul. Vous avez, la taille du troupeau, donc vous pouvez voir en fonction de votre troupeau si vous êtes plutôt proche des 10, 50 ou 100 vaches. Et à gauche, vous avez le gain de matière azotée dans le fourrage. Donc, si vous passez de 12 à 13, vous gagnez 1 point. Si vous passez de 12 à 14, vous gagnez 2 points, etc. jusqu'à gagner 4 points dans la dernière ligne. Gagner 4 points, c'est pas quelque chose d'irréalisable. 12, c'est la moyenne de vos fourrages. Et 16, en fait, c'est simplement le besoin en MAT d'une vache laitière, quel que soit son niveau de production en réalité. Donc vous avez, dans le meilleur des cas, si on passe de 12 à 16 de protéines, si vous avez 10 vaches, sur le mois, ça fait déjà 218 € d'économie de tourteau. Si vous avez 100 vaches, ça fait 2185 € d'économie de tourteau. Donc l'intérêt d'améliorer la qualité de ces fourrages, il est surtout là, c'est de réduire la dépendance aux achats de concentrés, et surtout les achats de concentrés protéiques. Et tous ces chiffres-là, vous pouvez les doubler en bio, puisque la correction azotée dans une ration bio coûte 2 fois plus cher que dans une ration conventionnelle. Alors, ici, donc, j'ai repris les analyses des fourrages, donc des 15-16 agriculteurs qu'on a échantillonnés. On en a identifié plusieurs qui se sont démarqués, et je vais peut-être d'abord laisser la parole à Dominique Moulin. Je ne sais pas si... Oui, je vois qu'il est là. Est-ce que tu pourrais peut-être activer ta caméra et ton micro? Je vois que Dominique, je ne suis pas sûr qu'il m'entende. Jean-Pierre, je vois que tu as activé ton micro. Est-ce que tu m'entends? Attends, ouais. Ah, Je voilà. t'entends, ouais. Moi aussi, Ah ben, j'entends. on peut peut-être commencer par Jean-Pierre. Alors, je vois euh, qu'il est connecté. Est-ce que tu peux peut-être allumer ta caméra aussi, comme ça on te voit. C'est moi qui commence. Ah oui, je vois que Dominique est là aussi. Bah oui, à la limite, je vois que votre caméra est allumée, donc on va peut-être commencer par vous. Donc ici sur le graphique, il y a deux foins qui sont entourés. Donc c'est les foins qui sont produits dans votre ferme. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous expliquiez un peu vos pratiques. Donc en termes de fauche, de récolte, peut-être présenter aussi la ferme, comme ça on connaît les besoins de vos animaux et le type de production que vous réalisez. Donc voilà, Dominique Moulin. Donc moi, je suis en bio depuis début de l'année. On est passé en fourrage sec. Donc j'ai fait l'agrégation lait de foin. Donc on est en zéro ensilage. On s'est équipé il y a 2 ans d'un séchoir en boule. Donc toute l'alimentation, les 75% de la ration sont du foin. Pour avoir un foin de qualité, ben, on passe par la luzerne, les métailles, les raies trèfle. Je vais dire, on a diminué un peu tout ce qui est raies parce que c'est ça qui est le plus complexe, on va dire, au niveau séchage. Mais j'en reste, allez, je veux dire, sur une quarantaine d'herbes de fauche, on est à moitié luzerne, associé avec des fétuques, du trèfle ou maintenant peut-être le métail aussi intégré dedans. Et l'autre moitié, c'est des prairies temporaires, des prairies naturelles, à base de raies trèfle. Donc la ration ici des vaches laitières pour l'hiver, on est à, ben, je vais dire 75% forcément de foin, qui est, je vais dire plus ou moins, on est à 3 boules de 300 et quelques kilos par jour. Donc j'essaye d'alterner avec une boule luzerne, une boule régras trèfle et plus une boule de foin un peu moins riche ou métail, en mélangeant un peu dans la ration, mais c'est la vache qui fait son travail, on va dire. Ensuite, je complémente au robot des aliments produits sur l'exploitation, vu qu'on est autonome. Il n'y a plus de correcteur qui est acheté sur le commerce, à part les numéros, c'est tout ce que j'achète.
Donc, on essaye de naviguer les formules robots. J'ai 2 aliments. Il y en a un, c'est à 3/4 maïs concassé avec un peu de minéraux et de céréales. Et l'autre mélange, lui, est à 3/4 de céréales. Donc, ça peut être des triticales, avoine, un peu de cours, mais pas tellement. Et un minéral encore complet dedans aussi. Donc, je navigue en fonction du fourrage, du stade de lactation. Je leur mets soit plus de maïs, avec plus d'énergie ou plus de protéines. Mais je vous dis, allez, je suis encore en train de me chercher, on va dire. Ça fait que le deuxième hiver qu'on est vraiment à 100%. J'ai réintégré aussi pas mal la betterave fourragère qui se marie super bien avec le foin. Donc on essaye pour amener une énergie différente que toujours la céréale. Dans les essais ici pour le foin, ben, la pratique, on essaye de faire ça. Le séchage se fait le matin. On a cet avantage avec le séchoir, on fait tout l'avant-midi. Donc la fauche, le fanage, l'endénage et le pressage, pour essayer de ne pas perdre le maximum de feuilles. Qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, moi je suis en race Montbéliard, donc pour valoriser le foin, je pense que c'est la race le mieux adaptée, on va dire. Je sais pas, qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a des questions. Peut-être nous indiquer le pourcentage de matière sèche que tu vises à la récolte avant de mettre le foin au séchoir. Je vais dire, on essaye de. En fait, le compromis à faire, c'est le moins possible sur le champ pour perdre aucune valeur du fourrage et le plus longtemps, si je veux dire, sur le champ pour éviter de consommer trop dans le séchoir. Donc, c'est un compromis à avoir. En général, on est toujours, je vais dire, à 40 ou 45% de matière sèche sur le champ. Mais ça varie en fonction de la saison. Je veux dire, l'année dernière, on a commencé avec des luzernes en fin avril dans le séchoir, où là, ben, on a mis un peu plus de temps sur le champ parce qu'on avait des fourrages fort jeunes, fort riches. Donc, je veux dire, on a pris un jour ou deux en plus que d'habitude, pour dire d'économiser dans le temps du séchoir. Après, ça peut varier. Après, on a eu en saison fort sèche, quand c'était l'été. On essayait de le laisser le moins possible sur le champ pour justement pas perdre des feuilles, vu que c'était super sensible. Ouais, c'est tout ce que, à mon avis, comme ça que ça se déroule, on va dire. Ok, ben, un grand merci pour tes explications. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je les redirigerai vers les personnes concernées. Je vais peut-être laisser la parole à Jean-Pierre. Je vois que ton micro est éteint et on te voit. Ah voilà. Voilà. Donc, Oui, donc moi, je suis en production de lait bio et j'essaye d'être 100% autonome. Enfin, pas j'essaye, je suis 100% autonome. Donc, je n'achète rien de l'extérieur et moi, j'ai implanté du trèfle blanc dans l'entièreté de mes parcelles pour avoir un fourrage riche en graminées et en trèfle. Et je fouche jeune. Moi, j'ai l'habitude de faire toujours au moins 4-5 coupes. et quel est ton mode de conservation privilégié? Bref, disons pour une question de coût, je préfère l'ensilage à l'autochargeuse. Les balles urbanées devenant quand même fort chères. Maintenant, ça dépend de la quantité de ce qu'il y a à récolter, quoi. Cette année, avec la sécheresse, on a quand même fait deux coupes qu'on a ramassées en balles urbanées parce que ça ne valait pas la peine de faire des silos avec ce qu'il y avait à ramasser, quoi. Mmh. OK. Donc voilà. Comme on a comme on faut jeune, on a toujours des fourrages fort riches en protéines, donc je les équilibre, je joue avec ma quantité de maïs pour équilibrer la ration. Et alors, au niveau tourteau, ça dépend des années. Je regarde en fait
dans mes terres ce qui est plus propre, ce qui est sale, trop sale, ou qui est vraiment raté au niveau de mes cultures. Et alors, j'ai tendance à conserver ces mélanges-là. Je remets du poids avec, par exemple, et je fais des boudins. Et donc voilà, il y a des années où les bétaux en complément, ou cette année, comme c'était le cas l'an passé, on a fait des très bonnes moissons, tout a été réussi. Donc cette année, on passe l'hiver sans tourteau aux vaches, quoi. Je ne- Et tu arrives à une production laitière quotidienne qui approche le rendement. On est toujours, allez, on a des vélages à peu près toute l'année. Je veux dire qu'on a une période de décembre jusqu'à mars où on n'a pratiquement pas de vélage. Et je me situe entre 13 litres et 20 litres de moyenne. Suivant, forcément, quand on va mettre les bêtes en pâture, ben là, on va commencer à avoir assez bien du lait. Et je dirais ici tout l'hiver, allez, sans tourteau cette année, on passe l'hiver à peu près à 16 litres de moyenne. Mhm. Voilà, maintenant, c'est un compromis. Quand on t'offre un bon prix pour acheter ta févrole aussi, c'est de voir aussi comment tu rentabilises, quoi, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu un choix. On sait qu'en hiver, c'est pas la période où on traite le plus, où on a les meilleures moyennes laitières et parfois les plus intéressantes de vendre la production plutôt que de la conserver, quoi. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Mhm. Mais bon, ça n'empêche qu'à partir de mes fourrages grossiers, j'essaye de conserver une ratio la plus équilibrée possible. Et le fait de travailler aussi uniquement avec des fourrages grossiers, on monte très fort dans les taux. On est vite à 48, allez, entre 48 et 50 de matière grasse et 36, 37 de protéines. Donc, Mhm. quelque part, ça vaut la peine aussi, qu'on n'acidifie pas la ration. Ouais. Ok. Et en termes de fertilisation, est-ce que tu as des pratiques spécifiques? Je mets un petit peu du lisier pour dégager les citernes ici dans le courant d'hiver. Donc, souvent, vers le mois de février, on met à peu près 15-20 millilitres de lisier à l'hectare, histoire de dégager à minima les citernes pour finir l'hiver. Et puis alors, je conserve tous mes effluents pour aller sur les terres. J'ai quand même presque 80 hectares à fertiliser, donc je conserve les effluents pour aller sur les terres après la moisson. Mhm. Avant le maïs et après la moisson. Donc oui, c'est vraiment principalement un fourrage qui pousse sans engrais, quoi, hein. Mais ça, quand on associe avec du trèfle, la production perdure, quoi, hein. Ce n'est pas un problème, hein. Ouais, ouais. Notamment, c'est parce qu'ici, au niveau des pâtures, je préfère être avec le trèfle blanc, mais quand tu fais des associations Raigra trèfle violet, c'est assez phénoménal le rendement que tu peux atteindre, hein. Ok. Parfait. Bah, donc ici, je vois qu'on a deux éleveurs qui visent l'autonomie alimentaire. Il y a deux façons de le faire. Se satisfaire d'une productivité moins élevée et utiliser des animaux qui valorisent correctement les fibres. Donc c'est le cas de Dominique Moulin, qui est une race plus rustique. On a une petite production dans les deux cas de concentré à la ferme, plutôt énergétique. Euh, et euh, Dominique, je ne sais pas si tu confirmes aussi pour les taux protéiques et butyreux où tu te situes avec ton type d'alimentation. Ici, je tourne à 36,5, 37 de protéines et 42, 43 en matière grasse. Ouais. Mais j'ai poussé un peu les analyses un peu plus loin et depuis que j'ai arrêté l'ensilage et qu'on est passé au foin, j'ai demandé, on a su avoir la laiterie chaque livraison depuis un an. On a vu que tous les acides gras, les mauvais acides gras du lait ont diminué. Et à l'inverse, tout ce qui est oméga et oméga 6, 9 ont augmenté. Je ne dis pas que c'est fulgurant, mais c'est significatif sur les analyses, quoi. Donc en Ouais. fait, on a des bons acides gras, on a moins des mauvais acides gras. Je Mhm. pense du fait qu'on donne aussi le lait au veau sont plus facilement assimilables pour le veau qu'avant. Ok. On a un reflet de la matière grasse qui n'est pas énorme, mais qui est différent. Ouais.
et qui est d'autant plus intéressante dans ton cas où tu souhaites valoriser le lait en vente directe et potentiellement en transformation. C'est le fait de la bêta-carotène du foin qui fait ça, en fait. Ok. Je vois qu'il y a Marc-André aussi qui nous a rejoint. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ouais, Vous voilà, m'entendez? parfait. Voilà. Donc, je vais aussi te laisser un peu la parole par rapport à ta gestion des fourrages. Donc, toi, tu as aussi des prairies naturelles que tu arrives à valoriser avec tes animaux. Donc, je propose que tu présentes brièvement ta ferme et ta gestion des fourrages. Donc nous, en tout, on fait 110 hectares. Et jusqu'à l'année passée, on avait un contrat pour... on achetait de la luzerne sur pied sur 15 hectares. Et ça, on l'a perdu. Enfin, on ne le fait plus depuis... la dernière fois qu'on l'a fait, c'est en 2021. Ensuite, au niveau de la ferme, avant, on faisait les vélages qui étaient étalés sur toute l'année. Donc, nous, on est sur des terres très séchantes, hein, avec beaucoup de cailloux. Il y a à peine 10 cm de terre arable. Donc, après 10 jours sans pluie, on voit déjà les premiers effets de la sécheresse, quoi. Donc, on est très vite impacté par la sécheresse. Et alors, ce qu'on a décidé de changer, c'est au lieu de faire tous les vélages étalés sur l'année et d'essayer d'avoir en permanence 70 vaches à la traite, on a changé. Et alors, avant, on se forçait à maintenir les vaches, donc on adaptait la ration en fonction de l'alimentation. Et maintenant, ici, on a décidé de faire véler toutes les vaches en février-mars. Ce qui fait qu'ici, pour le moment, on est sur une ration qui est essentiellement à base de luzerne. Alors, on donne 2 kg de triticale avoine pois produite sur la ferme et on achète un complément à l'ascar à 18 de protéines, mais le but, c'est surtout ramener de l'énergie, quoi, avec du lin et du tournesol. Et alors, notre objectif, c'est de maintenir les vaches à leur meilleur niveau pour que quand elles vont aller à l'herbe, elles soient à leur plein potentiel. Et alors là, une fois qu'elles sont à l'herbe, on arrête tous les concentrés et on leur donne juste 1 kg de céréales pour avoir facile à les bloquer dans les cornadis pour la traite, quoi. On sait qu'elles n'en ont même pas besoin. Donc après, la majorité du lait va être produit. Donc on va dire que si on a une année sans sécheresse, les vaches, on va les nourrir en moyenne 1 mois avec la ration qui nous coûte quand même assez cher, avec de la luzerne, des céréales et des concentrés. Et après, en fonction de la pousse de l'herbe, soit on fait toute l'année avec juste de l'herbe pâturée, ou alors, et pendant les périodes de sécheresse en juillet-août l'année passée, on a resoigné les vaches pour de nouveau, même principe, ne pas les casser pour quand l'herbe pas les repousser, quoi. Que les vaches ne soient pas perdues au niveau de la production. Donc, parfois, on perd un peu d'argent à décider de les resoigner, mais c'est plutôt pour essayer d'avoir des vaches bien en état et qui soient toujours à leur plein potentiel de production. Ici, j'ai regardé, donc on a un troupeau de Holstein et de Montbéliard. On est sur une moyenne de 7000 litres, mais alors on n'a pas des taux extraordinaires. On est à 3,8 de matière grasse et à 3,36 pour la protéine que j'ai vu pour le contrôle laitier sur la moyenne de l'année passée. Et alors, là où on a fait une très grosse économie, c'est que ici, les vaches ont pâturé jusque le mois de décembre. Donc, on les a rentrées 10 jours en tout au mois de décembre. Et le 12 décembre, on a tari 100% des vaches. Et donc, du 12 décembre jusque maintenant, on a eu toutes les vaches qui ont été soignées avec des fourrages extrêmement maigres, donc des hautes valeurs biologiques et ainsi de suite, qui étaient imposées par les Natura 2000 ou autres. Et ce qu'on aime bien, c'est quand il faut trouver du fourrage. Trouver des fourrages maigres, c'est facile, mais trouver des fourrages de qualité, c'est très compliqué. Et donc ici, maintenant, depuis qu'on a diminué la taille du troupeau, on avait suffisamment de fourrage pour nourrir toutes nos bêtes. Et donc ici, pendant 2 mois, on a soigné toutes nos vaches avec du mauvais foin. Et le coût de production de ce mauvais foin, il est très, 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 très bas, quoi. Enfin, voilà. Donc nous, en termes économiquement, je n'ai pas encore pu le chiffrer, mais je vois déjà que on a réduit nos dépenses de manière considérable. Je dirais une économie de 20-30 000 euros sur la ferme. Et à mon avis, à l'avenir, on va encore faire mieux. Et si on a une année avec une sécheresse pas trop sévère, là, ça devrait être bingo, quoi. Voilà. Je sais pas si on attend d'autres choses, mais voilà. Mais c'est bien parce qu'il y avait toujours avant, il y avait toujours ces fourrages de mauvaise qualité, on ne savait pas quoi en faire, parce qu'en fait, on avait très peu de vaches taries pendant l'hiver. Et on avait un vilain défaut, et ça je me rends compte maintenant, c'est que les vaches taries
qui devaient véler pendant la période estivale où il y a de la prairie, ben, on les mettait au champ et en fait on aurait mieux fait de les laisser à l'étable avec du mauvais foin plutôt que de les mettre en prairie. Et je trouvais malheureux que des vaches taries mangent de la bonne herbe avec lequel des vaches en lactation auraient produit beaucoup plus, quoi. Et je dois avouer qu'on avait plus de problèmes avec les vélages en période estivale parce que nos vaches étaient trop grasses, parce que l'herbe était trop riche, quoi. Voilà. Elles étaient trop gâtées pendant leur période de tarissement, quoi. Voilà. Tu avais aussi des problèmes de fièvre de lait, je suppose, avec les taris en pâture. Voilà, au moment des vélages, des gros veaux, des vaches trop grasses, et des fièvres de lait, des problèmes de rétention, des problèmes de fertilité. Et ici, c'est déjà la deuxième année qu'on a beaucoup plus de vélages à cette saison-ci. Enfin voilà, c'est dommage, mais en fait, les vaches qui sont taries, on ne devrait pas les mettre en prairie, quoi. Ou alors dans une prairie où il n'y a pas d'herbe à manger et juste du mauvais foin dans des râteliers, quoi. Mais voilà. Et ici, en hiver, c'est plus facile de soigner avec du mauvais foin, parce qu'en plus, l'avantage, c'est que ces vaches-là, donc ici, on avait 112 bêtes pour passer l'hiver, il y avait 15 genisses qu'on soigne pour les faire véler à 2 ans, et le reste du troupeau, donc un peu moins de 100 bêtes, était soigné avec du petit mauvais foin, et l'avantage, c'est qu'on soignait une fois le lundi, et puis on ne faisait que de repousser un petit peu pendant la semaine, quoi. Donc en termes de charge de travail, aussi pendant 2 mois ici, ça a été très, très, très light, quoi. Et en même temps, comme elles font des boosts qui sont très secs, il faut mettre moins de paille. Enfin voilà, ça fait plein de petites économies et en termes de temps et de dépenses, quoi. Qu'on ne suspectait pas forcément, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres. Non, tu as été assez complet. Maintenant, si J'avais certaines une personnes ont des question. questions. Ah oui, Dominique. Dans votre système, là, moi, ce que je vois, ça a l'air super, mais la crainte, vous allez arriver dans donc, la période de prairie où là, vous allez devoir, je ne sais pas si vous êtes en taureau ou vous inséminez. Et je veux dire, c'est la période où il y a la plus de pertes embryonnaires au niveau prairie au début, vu que le taux de durée, tout ça est assez élevé. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir plus de problèmes au niveau fécondité avec ce système? Ici, nous, donc, on s'est imposé que au début, ici, on a travaillé avec un taureau. Ici, c'est la première année qu'on va essayer l'insémination pendant 1 mois, et puis on a un taureau de rattrapage. Et alors, sur les genisses qui étaient en prairie avec le taureau, donc sur les 30 genisses qui étaient avec le taureau, on en a eu 30 de pleines sur 1 mois et demi, donc juste avec de l'herbe. Et au niveau des vaches, sur 2 mois, on en a eu 40 de pleines sur 60. Voilà. Donc nous, on est très satisfait du résultat, quoi. Et les 20 qui n'ont pas été pleines, c'est souvent de celles qui ont eu un vélage difficile ou de celles qui ont, parce que donc les derniers vélages c'est mi-avril, et donc celles qui ont vélé fin mars, début avril, elles n'ont pas eu le temps de retourner en chaleur correctement sur la période juin-juillet, quoi, où on met le taureau avec les vaches. Attendez, non, je dis une bêtise. On met le taureau à partir du 20 avril et on le retire fin juin, pardon. Voilà. Donc une vache qui a vélé, par exemple, fin mars, être gestante pour fin juin, c'était un peu compliqué, quoi. Mais par contre, nous, ce qu'on ne voulait pas, c'était décaler, avoir des vaches qui se décalaient toutes seules. Donc on retire d'office le taureau et celles qui ne sont pas pleines, soit on les garde pour tenir moins de genisses ou on les vend pour la réforme, quoi. Voilà. Donc on n'a pas eu spécialement de problème de fertilité, quoi, je dirais. Voilà. Et je dirais même qu'on a moins d'accidents parce que quand les vaches allaient en taureau, qu'elles étaient à l'étable, c'est là qu'on a des accidents. Par contre, quand elles sont plus calmes dans les loges, c'est bête, mais on a moins facilement des accidents en fait. Que dans les loges, quand il y en a une qui va en taureau et puis qu'elle glisse ou autre, on aurait encore plus facilement un accident, quoi. Donc, voilà. C'est vous qui avez essayé les veaux nourris avec la mère, je pense. Ouais, on a fait cette expérience-là en 2021. Ah, voilà. Et si on va peut-être le refaire pendant 10 jours. Avec 10 vaches, le refaire pendant 4 ans, quoi. On va voir. Ok, je vois qu'Isabelle Martin a levé la main. Je peux te laisser la parole. Oui, voilà.
Moi, c'était juste pour faire une toute petite remarque. Je ne sais pas quelle est la valeur, par contre, de ma remarque. C'est pour les fourrages récoltés tardivement, donc effectivement très riches en cellulose. Et en fait, moi, quand j'ai regardé les résultats de nos analyses, c'était pas terrible. Donc, c'est du foin de fauche tardive. Et je me disais quand même qu'à l'observation du troupeau, le bétail se tient assez bien. Bon, c'est un bétail, nous, on ne fait pas du lait, donc on n'a pas des besoins comme vous venez d'expliquer. Par contre, ce que je constate, c'est qu'elle trie énormément. Alors, je me demandais s'il était possible qu'elle ne mange que ce qui les intéresse et que donc ça ferait légèrement augmenter leur ration, la valeur de la ration par rapport à une analyse globale où on a probablement analysé les herbes sèches qui étaient présentes. Donc, je dirais, pour caricaturer, si on enlevait toutes les herbes sèches de l'échantillon de fourrage, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que, oui, alors là, évidemment, j'ai plein de refus dans les bacs. Alors, vous allez dire, ramasser des refus, c'est ridicule, c'est de l'énergie, etc. Bon, ouais, c'est un peu vrai, mais bon, vu qu'on a souscrit à plein de mesures agro-environnementales, on fait le job aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'entre la ration distribuée et la ration ingérée, il y a une différence énorme. Et effectivement, si on voulait vraiment savoir ce que les animaux mangent, on pourrait analyser les refus et par comparaison se dire, OK, en fait, les animaux n'ont mangé que la meilleure partie. Donc effectivement, c'est tout à fait possible que les animaux trient. Je vois qu'Arnaud a montré sa tête, donc s'il va intervenir. Oui, on avait. Donc, de fait, hein, tu peux faire une analyse des refus, c'est le meilleur moyen. Parce que tu peux facilement avoir des. Sur ce type de fourrage-là, tu peux avoir des grosses différences, hein, justement, entre. Que tu auras moins sur André Gratref, je veux dire, grosso modo, entre ce que tu échantillonnes et ce qu'ils mangent, c'est à peu près bon que sur des prairies plus diversifiées. Tu auras Oui, plus de c'est ça. différences. Après, il y a deux autres points. C'est que déjà, comme tu dis, tu as des animaux qui. Enfin, les valeurs sont pas très élevées, mais les besoins en termes de VEM par kilo de matière sèche pour un bovin allaitant sont assez faibles, hein. Je vais dire, même ton foin, pas trop terrible. Pour une vache en gestation, il n'y a aucun souci. Pour une vache adulte en lactation, en général, il n'y a pas énormément de problèmes non plus. Donc, je veux dire, même s'ils sont pas très riches et même s'ils triaient pas très bien, il y a déjà une base correcte pour des bovins allaitants, hein. Ça devient un peu plus gênant sur des jeunisses, parce qu'il y a les besoins de croissance, parce que ça prend de la place dans le rumen. Encore plus gênant, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas en avoir, hein. Donc, tu as ça. Et le troisième point, c'est la digestibilité, on évalue quand même pas très bien avec l'analyse, hein. Ça reste une analyse infrarouge, c'est calibré sur des fourrages. C'est calibré sur les fourrages que les agriculteurs amènent au laboratoire et donc forcément, ils amènent pas beaucoup de foin de haute valeur biologique. Donc dans ton échantillonnage de référence qui va servir à mettre en place les équations, il n'y a pas beaucoup ce type de fourrage-là. Et après, pour passer de la digestibilité au VEM, là, il y a des équations qui ont été calibrées en faisant des essais sur animaux avec des prairies plus intensives, entre guillemets. Donc, on n'a pas facile de passer de la partie composition chimique à la partie VEM avec ce type de fourrage-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se plante complètement, hein. Je veux dire, si ça te dit 700 VEM, c'est pas à 1000 non plus. Mais bon, Oui. tu vois, si quand on te dit 700, en fonction de ton fourrage, c'était peut-être plus 750, et puis derrière, ils ont trié un peu, bah, tu passes que on t'avait dit 700, et puis au final, tu es peut-être à 800, tu vois. Et là, Après, en ayant des pertes, hein. S'il y a du tri, ça veut dire, c'est toujours le lien, c'est que par contre, tu as toute une partie de ton fourrage qui a été récolté, qui, entre guillemets, ne te sert à rien, donc tu en oui, reviens oui. toujours au compromis de quantité-qualité. Et là, on peut dire que cette année, puisque c'était une année de sécheresse comme pour tout le monde, et qu'on a récolté excessivement tard, on a vraiment beaucoup de refus. Ah ouais, et là par contre, tu as une grosse différence, hein. Parce que là, nous, on avait fait des échantillons sur des fauches très tardives, en fonction des météos, et tu te retrouvais avec des qualités de fourrage qui étaient de fait. En fait, ça restait stable. Au final, à partir du 1er juillet, j'avais fait des échantillons sur des prairies jusqu'au mois de septembre. La teneur VEM et DVE de ton échantillon restait sensiblement la même. Il n'y a pas de grosse différence. Par contre, c'est que début juillet, tu avais tout ton fourrage qui était fort avancé. Et quand je reprenais les échantillons début septembre, bah, la moyenne c'était la même chose, mais en fait c'était un mélange d'une repousse verte, bien riche,
et dans vieux fourrage, mais qui par contre étaient de fait pas du tout mangés. Donc ça posait même des Voilà. questions, parce que même pour le tri, c'était pas facile pour les animaux. Il y avait beaucoup de déchets, même dans le bon, parce qu'à un moment, tout est tellement mélangé que ça devient gênant. Mais par contre, ce qu'elle mangeait, là, c'est à peu près sûr que c'était bon, tu vois. Mhm. Ok. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être une mini remarque. J'aime pas trop quand on dit, attendez, c'est Marc Hénin qui dit ça, du mauvais foin, du mauvais foin. Bon, ben, d'un point de vue biodiversité, on va dire que c'est quand même pas si mal, quoi. Non, je suis bien, mais Mais moi, oui, je je parle. sais, c'est le C'est du compromis. foin, ben, c'était difficile. Ouais, mais c'était difficile en fait de trouver des bêtes qui étaient capables de valoriser ce fourrage-là. Et en termes de valeur agronomique, moi je trouve que c'est très mauvais. Avant, on avait des blondes et on avait toujours avec ces foins, on donnait ce foin-là aux blondes d'Aquitaine. Et c'était, enfin, moi ça ne me convenait pas parce que le résultat sur les veaux n'était pas les résultats escomptés. Alors il fallait commencer à soigner des vaches allaitantes. Et je trouvais que donner des concentrés à des vaches allaitantes, c'était économiquement pas très intéressant, quoi. Et donc, on était allé avec ces fourrages-là, les vaches maigrissaient, elles puisaient dans leurs réserves, et puis quand on arrivait à la mise à l'herbe, ben, c'était trop tard. Pour certaines, la lactation était déjà coupée. Et je vois, il y en a un peu plus loin que chez moi qui a des blondes, et ils misent tout sur du fourrage comme ça pendant l'hiver. Quand je vois l'état de ces vaches au printemps, et le temps qu'elles se remettent en route, et puis que le veau redémarre, ben, il perd plusieurs mois, quoi. Donc, c'est des foins que je trouve vraiment très, très handicapants dans une ferme et c'est compliqué de leur trouver une utilisation. Et la manière dont moi j'ai trouvé une utilisation, c'est de fonctionner comme ça, c'est d'avoir pendant la période où toutes les vaches sont allaitables, que je n'ai exclusivement des vaches qui n'ont aucun besoin de croissance ou d'élever un veau, quoi, ou de produire du lait ou de la viande, quoi. Et là, par contre, mes vaches, pendant 2 mois, ça a été le statu quo au niveau de l'état corporel de mes vaches. Sauf qu'elles avaient un veau dans la panse qui grandissait, mais là, les besoins, même pour le veau, est plus faible, quoi. Donc voilà, donc moi je les appelle des mauvais fourrages, c'est vraiment d'un point de vue agronomique, c'est vraiment compliqué d'en faire quelque chose, je trouve. Et Ouais. même quand on les met dans les râteliers en période de sécheresse, ben, c'est trompeur parce qu'on croit qu'on donne à manger à ces bêtes, et puis on a des bêtes que je trouve à la fin qu'on récupère pas dans un état très correct. Et les jeunisses, on a déjà eu beaucoup de cases dans les jeunisses parce qu'on donnait ça pendant les périodes de sécheresse aux jeunisses. Il n'y avait plus d'herbe en prairie. Et en fait, au niveau de la croissance, ben, on perdait des mois, mais quand on veut les faire véler à 24 mois, ben, c'était fatal, quoi. Voilà. Enfin, voilà, c'était. Je sais bien que c'est pas bien de les appeler. En termes de biodiversité, c'est pas bien de Non, les non, appeler. ouais. Parce que là, on voit la différence. Mais par contre, au niveau agronomique, c'est compliqué, quoi. Mais voilà, donc il faut partager un peu. Et enfin, nous, on a fait comme chez vous, on fait des vélages de printemps pour pouvoir avoir l'herbe de printemps et donc des vaches qui nourrissent leur veau, quoi. Donc, voilà. Donc chacun essaye un peu de s'adapter. Voilà. Mais après, quand on arrive à s'adapter à ces fourrages-là, ici, ça fait des très belles économies et ça permet d'avoir une fierté au niveau de la ferme parce qu'en termes de biodiversité, on a un impact qui est favorable. Et bien souvent, c'est quand on essaye de n'avoir que des bons fourrages sur une ferme, on oublie qu'en termes de biodiversité, on passe peut-être un petit peu à côté du rôle de l'agriculture pour préserver la biodiversité, quoi. Mmh. Oui. Je Voilà. vais peut-être juste compléter Merci. pour aussi à comprendre avec les fourrages type MAE, c'est que bon, comme je dis, au niveau volet analytique, c'est toujours un peu compliqué et donc il y a aussi une énorme variabilité qui est à appréhender par l'agriculteur en fait, hein. Les prairies haute valeur biologique chez Marc-André Hénin, bah, déjà il y en a plusieurs, elles sont sans doute différentes, puis ont sans doute rien à voir avec celles chez Isabelle et chez d'autres personnes. Et c'est ça qui a toujours des grosses différences. Je veux dire, juste nous sur des essais d'ingestion que l'on a fait, on avait des foins de haute valeur biologique qui étaient mieux mangés que de l'herbe pâturée, et on en avait qui étaient mangés à 30-40% de moins qu'en foin classique en fait. Donc, je veux dire, on est sur des grosses variabilités qui vont dépendre du milieu, de la flore et des choses comme ça. Et donc, ça devient aussi à chaque exploitation d'essayer de trouver, bah, voilà, comment l'intégrer par rapport à son élevage et comment ce que par rapport à la réaction des animaux, je veux dire. Donc voilà, que ça aille pour les vaches taries dans certains cas. J'en connais qui donnent ça à leur veau parce que ça fait du foin. Ils ont des prairies qui donnent du foin très maigre et très appétant et les veaux le mangent très bien et répondent très bien à ça. Mais voilà, chacun a ses parcelles. Et par contre, on a du mal à sortir l'info vraiment par un volet analytique. Donc là, c'est le boulot de l'éleveur et de l'observation. Très bien dit.
Voilà, bah, si certains souhaitent poser leurs questions, c'est encore le moment. Sinon, en tout cas, en attendant, je vais remercier Marc-André, Dominique et Jean-Pierre pour leur intervention. Et Arnaud également, et Isabelle.